Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vous bouleversent soudainement? Vous les voyez pour la première fois, et pourtant, elles laissent une impression comme si elles vivaient en vous depuis des années. Même une simple rencontre appuie sur un bouton en vous. Elle réveille un souvenir, une douleur, une attente. Carl Jung appelle cela une collision d'archétypes. Ce ne sont pas deux personnes, mais deux forces psychologiques ancestrales qui entrent en contact. Et ce contact peut vous enrichir ou vous détruire. La plupart d'entre nous ne réalisons pas la profondeur du processus psychologique que déclenche la première rencontre avec quelqu'un. Mais selon Jung, il se passe quelque chose qui va bien au-delà du visage que vous voyez consciemment à ce moment-là. Votre imagination intérieure, c'est-à-dire les schémas archétypaux ancestraux issus de l'inconscient collectif, s'activent en quelques secondes et commencent à attribuer du sens, du pouvoir, voire du danger à la personne en face de vous. C'est pourquoi certaines personnes vous semblent ordinaires, tandis que d'autres produisent un impact inexplicable, parce qu'elles ont puisé dans un archétype qui sommeillait en vous. Jung appelle cela un choc archétypal. Avant toute communication consciente entre deux personnes, deux forces psychologiques majeures, deux structures symboliques, entrent en contact. Ce contact peut sembler être une simple conversation en surface, mais en réalité, il s'agit d'un processus où des milliers d'années de schémas collectifs s'interrogent, se testent et s'attirent mutuellement. C'est pourquoi certaines personnes vous paraissent excessivement attirantes, d'autres repoussantes, d'autres encore dangereuses, et certaines vous inspirent une sorte de sentiment de familiarité. L'autre personne ne crée pas cet effet consciemment. Au contraire, vous projetez sur elle le contenu archétypal que vous portez en vous inconsciemment. La première étape de cette projection est généralement intuitive. Vous ne trouvez pas d'explication. Vous vous dites « il y a quelque chose chez cette personne », sans pouvoir identifier quoi. Cette indéchiffrabilité découle en fait de la nature spécifique de l'archétype. L'archétype n'est pas personnel, mais collectif. Il ne se limite pas à la vie d'un individu. Par conséquent, l'effet que vous ressentez inclut non seulement cette personne, mais toute la figure mythologique qu'elle a fait naître dans votre esprit. Par exemple, si quelqu'un vous inspire confiance, il se peut qu'il ait inconsciemment activé votre archétype du père intérieur. Si quelqu'un semble extrêmement sage, distant et profond, il a puisé dans l'archétype du sage. Si quelqu'un suscite une excitation incontrôlable, il a déclenché la puissance collective de l'archétype de l'être aimé. Mais le plus complexe de tous est l'archétype de l'ombre, car dans ce cas, la personne que vous rencontrez vous révèle non pas sa propre part d'ombre, mais votre part d'ombre refoulée, ce qui peut provoquer un grand malaise ou une forte fascination. C'est précisément là que réside la dynamique invisible du conflit archétypal. La personne ne reconnaît pas son propre contenu refoulé, mais l'autre personne devient un symbole superficiel de ce contenu. Selon Jung, les archétypes sont les forces autonomes de l'inconscient. Autrement dit, même si vous ne cherchez pas à les remarquer, ils vous remarquent, vous guident, façonnent vos émotions et modifient votre perception. L'intensité que vous ressentez lors d'une rencontre est en réalité le fruit de votre propre inconscient et non de celui de l'autre personne. Ainsi, aimer, avoir peur, se sentir mal à l'aise ou attiré par quelqu'un au premier regard relève souvent non pas d'une évaluation rationnelle, mais d'un éveil archétypal. Au sein d'un groupe, certaines personnes vous rassurent, d'autres vous mettent mal à l'aise. Certaines vous semblent étrangères, d'autres familières. Cependant, la plupart de ces sentiments ne sont pas liés à des personnes réelles. Ils sont liés aux champs symboliques activés par l'inconscient collectif à travers elles. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un mener une foule, votre perception de cette personne comme puissante ne tient pas tant à son pouvoir réel qu'à l'activation de votre archétype intérieur du héros ou du père. L'esprit humain pense en symboles, vit les émotions à travers les symboles et tisse des liens avec eux. Par conséquent, les conflits archétypaux ne constituent pas une menace qui obscurcit une relation, mais plutôt une structure qui peut être résolue par la prise de conscience. La question la plus importante de cette section est la suivante. Pourquoi une personne vous affecte-t-elle autant? Parce que ce n'est pas la personne elle-même qui vous influence. C'est la force archétypale qui s'éveille à travers cette personne. Votre perception est amplifiée, aiguisée, et parfois même plongée dans les ténèbres par cette force. Selon Jung, dès qu'une personne prend conscience de cette projection, le conflit archétypal cesse d'être un fardeau et devient un don évolutif. Cependant, si cette prise de conscience ne se développe pas, la personne se perd dans sa propre mythologie intérieure, la communication authentique est perturbée et la relation devient un champ de bataille symbolique. C'est précisément pourquoi certaines personnes vous semblent excessives,
parce qu'elles ont éveillé un archétype profond en vous, et vous identifiez cet éveil à cette personne. Mais en réalité, ce ne sont pas deux personnes qui s'affrontent, mais la force invisible de deux archétypes. Pour comprendre pourquoi certaines personnes exercent une influence aussi extraordinaire sur nous, il faut revenir à l'une des observations fondamentales de Jung. L'être humain n'est pas un être limité à sa seule conscience. Une grande partie de notre identité est constituée de contenus invisibles, refoulés, oubliés ou encore non reconnus. Jung distingue cette strate profonde comme l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, un domaine qui porte les traces de notre passé individuel et de l'héritage psychologique ancestral de l'humanité. Si certaines personnes parviennent à déverrouiller notre inconscient, c'est parce que ces deux strates s'activent simultanément. Dès que nous les rencontrons, c'est comme si une porte de notre esprit restait verrouillée pendant des années, s'entr'ouvrait. On ne sait pas quoi, mais quelque chose se produit. Un souvenir, une intuition, un malaise, une attirance, une fascination, une quête de sens. Toutes ces réactions émotionnelles démontrent que l'autre personne représente bien plus que son véritable moi. Elle est devenue la clé symbolique d'un aspect manquant ou refoulé de nous-mêmes. Pourquoi certaines personnes nous touchent-elles si facilement? Parce qu'ils portent une fréquence archétypale qui pénètre les défenses que votre conscience a érigées au fil des ans. Par exemple, vous pourriez ressentir une confiance infondée en parlant à quelqu'un. En réalité, ce n'est pas la personne en elle-même qui vous inspire confiance, mais l'archétype du père qui s'active chez elle. Parfois, quelqu'un se sent incroyablement attiré par vous, mais cette attraction n'est pas seulement physique. Cette personne a ouvert la porte à votre archétype de l'aimer. Comme Jung l'a souvent observé dans ses thérapies, la personne décrit souvent cet effet comme « le destin, quelque chose s'est produit dès l'instant où je l'ai rencontré » ou « comme si je le connaissais déjà ». Cependant, cette familiarité n'est pas une reconnaissance physique, mais un sentiment de rencontre archétypale. Votre inconscient perçoit une de ses propres images en cette personne et dit « je la connais ». Les personnes qui ouvrent la porte à l'inconscient représentent souvent la zone manquante de votre plénitude intérieure. Le principe jungien d'intégration des contraires devient ici évident. Si une personne fuit sa propre part d'ombre, elle surréagit aux personnes qui portent en elle son ombre. Si une personne refoule sa voix intérieure, elle ressent une proximité extrême avec les personnes qui incarnent la sagesse. Si elle n'a pas développé son indépendance, elle éprouve à la fois de l'admiration et de la crainte envers les figures autoritaires. Autrement dit, votre inconscient ne réagit pas à une qualité chez l'autre, mais à votre propre absence ou refoulement de cette qualité. C'est pourquoi vous avez l'impression que certaines personnes vous complètent d'une manière inexplicable. Elles semblent vous équilibrer, vous compléter et combler vos lacunes. Mais ce sentiment de plénitude est dangereux, car la véritable intégration commence de l'intérieur et non de l'extérieur. Pourquoi certaines personnes ont-elles un impact particulièrement douloureux? Parce qu'elles vous font prendre conscience de votre ombre, cette part de vous que vous refusez d'accepter ou d'affronter. La définition de l'ombre selon Jung ne se limite pas aux aspects négatifs. Le potentiel, le talent, le pouvoir et les émotions inexprimées y sont également enfouis. Une autre façon de comprendre pourquoi certaines personnes vous mettent si facilement à l'aise est de s'appuyer sur l'intuition. Jung définit l'intuition comme une communication rapide entre l'inconscient et le conscient. Votre intuition peut vous révéler en quelques secondes si une personne détient une clé psychologique pour vous. Parfois, vous reconnaissez immédiatement quelqu'un qui vous a fait du mal, et parfois, vous vous sentez immédiatement à l'aise en présence d'une personne qui a un effet apaisant. Ce n'est pas dû à l'intuition elle-même. L'inconscient qui la sous-tend est une analyse. L'inconscient commence à analyser les schémas énergétiques, les comportements et la constitution émotionnelle de cette personne sans même que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi certaines personnes vous semblent chaleureuses au premier abord, tandis que d'autres sont froides. Certaines sont compréhensibles, tandis que d'autres semblent chaotiques. Le point commun à tous ces processus est le suivant. Les personnes qui ouvrent la porte de votre inconscient touchent une part de votre intégrité intérieure que vous n'avez pas encore pleinement intégrée. Ce contact est parfois guérisseur, parfois destructeur, parfois instructif, parfois surprenant. Mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est le potentiel de vous transformer. Selon Jung, dès qu'une personne prend conscience de ses influences, elle commence à se sentir libre car elle n'est plus prisonnière des symboles représentés par les autres. Cependant, tant que cette conscience n'est pas développée, une personne ne peut franchir la porte ouverte par son propre inconscient. Au lieu de cela, il continue de percevoir l'autre comme une solution, une menace, une carence ou une fatalité.
C'est pourquoi certaines personnes ouvrent si facilement la porte de votre inconscient. Elles sont le reflet de votre propre nature profonde. Ce qui vous manque ou est refoulé, ces personnes vous le renvoient. Lorsque ce reflet est perçu, il engendre une transformation. Lorsqu'il est ignoré, il se transforme en dépendance. Lorsqu'une personne vous influence de manière inattendue, la première réaction est souvent d'intensité mixte. Vous êtes attiré, par elle. Vous souhaitez prendre vos distances, vous vous sentez en sécurité et vous éprouvez une étrange impression de menace. Dans la théorie de Jung, ces réactions émotionnelles intenses ne s'expliquent pas uniquement par la dynamique relationnelle. Elles sont liées à la remontée d'énergies archétypales activées dans l'inconscient. Et c'est précisément à ce moment que se pose la question cruciale. Cette influence est-elle une menace ou le début d'une opportunité d'évolution? Selon Jung, la réponse dépend de la manière dont une personne réagit à cette influence archétypale. Car l'énergie libérée lorsque les portes de l'inconscient s'ouvrent n'est pas neutre. Si vous ne parvenez pas à l'intégrer consciemment, elle peut exercer une pression destructrice, mais gérée en pleine conscience, elle peut engendrer un bond extraordinaire dans votre évolution psychologique. La principale raison pour laquelle une personne peut vous sembler trop intense réside dans la puissance de la projection véhiculée par l'inconscient. La projection n'est pas un simple transfert d'émotions. La personne projette inconsciemment son moi intérieur sur l'autre et le perçoit comme réel en elle. Cela conduit à une emprise excessive des archétypes, déconnectant la relation de la réalité. Par exemple, percevoir quelqu'un comme beaucoup plus sage, puissant, sombre, dangereux ou captivant qu'il ne l'est réellement ne provient pas de ses qualités intrinsèques, mais de l'image archétypale que l'on porte en soi. Jung affirme que l'admiration intense est aussi dangereuse que la haine intense, car toutes deux témoignent d'un abandon d'une partie de soi-même à autrui. Dans ce cas, la relation n'est plus entre deux adultes, mais entre un archétype et un soi. Et cette asymétrie peut, à terme, engendrer le refoulement, la rupture ou la désintégration de l'identité. Le premier danger réside dans le fait de se perdre en quelqu'un qui porte notre ombre. L'archétype de l'ombre englobe les pulsions refoulées, les émotions niées, le potentiel inexploité et les aspects sombres non reconnus. Si une personne qui vous influence excessivement réveille votre part d'ombre, vous pouvez éprouver une attirance ou une haine intense à son égard. Dans les deux cas, c'est l'obscurité de votre inconscient, et non la réalité de l'autre personne, qui est à l'œuvre. Ainsi, des phrases comme « Je ne devrais pas être avec lui divisé par elle, mais je n'y arrive pas » ou « Je le divisais par la déteste sans raison » sont, selon Jung, des signes de débordement archétypal. Ce débordement transcende le moi conscient et commence à contrôler le comportement d'une personne. Autrement dit, le danger ne réside pas dans la personne elle-même, mais dans les dynamiques inconscientes qu'elle déclenche en vous. Le second danger est qu'une personne choisisse de se fondre dans l'autre. À mesure que les influences archétypales s'intensifient, elle relègue ses propres décisions, émotions et identités au second plan, car la magie de la projection étouffe la voix de son véritable moi. Dans ce processus, la personne se sent incomplète sans l'approbation, l'attention ou la présence de l'autre. Jung décrit cette situation comme une dépendance psychique. Lorsqu'une personne prend conscience de ses projections, elle entreprend de se réapproprier la part d'elle-même qu'elle a projetée. Ce processus de réappropriation est l'étape fondamentale de la transformation que Jung nomme individuation. La personne commence alors à localiser en elle-même la force, le désir de sagesse, les aspects sombres, l'amour ou la colère qu'elle a projeté sur autrui, non pas à l'extérieur, mais en elle-même. Une fois cette transformation accomplie, l'énergie archétypale cesse d'être envahissante. Elle se métamorphose en un guide intérieur qui nourrit son développement. La prise de conscience est ce qui transforme véritablement une influence archétypale en un don précieux pour l'évolution. Dès l'instant où une personne se demande « Ce sentiment intense lui appartient-il vraiment ou à moi ?» la projection commence à se dissoudre. Les relations ne deviennent plus des obligations, des fatalités ou des sortilèges. Elles deviennent des enseignants, des miroirs et des rappels. Certaines personnes entrent dans nos vies pour de brefs instants, mais leur impact perdure des années, car elles nous ouvrent une porte, révélant une part de nous-mêmes que nous avions cachée. Selon Jung, cette visibilité est une bénédiction. Si une personne reconnaît cette bénédiction et l'intègre à sa conscience, la relation devient une source de croissance et non de traumatisme. Ainsi, les personnes qui vous influencent excessivement proposent deux voies distinctes. Si vous vous abandonnez aveuglément, elles deviennent un danger. Si vous les abordez avec une conscience aiguë, elles vous offrent un don précieux pour votre évolution. Elles révèlent vos parts d'ombre, votre potentiel,
vos aspects inachevés et vos besoins refoulés. Si une personne les accueille consciemment, une transformation profonde s'opère dans sa vie. Mais si elle confond cette énergie avec le fait qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, elle perd sa propre source de force, comme Jung le soulignait souvent. Lorsque la projection est retirée, on commence à se connaître soi-même. Et en réalité, tout commence ici. L'une des découvertes les plus frappantes du travail clinique de Jung fut le constat que les individus vivent souvent une relation dans un espace qui n'en est pas une. Aux yeux de Jung, nombre de ses patients étaient en conflit non pas avec l'autre personne, mais avec l'archétype qu'il lui attribuait. Autrement dit, le problème ne résidait pas dans une rencontre entre deux personnes réelles, mais dans une confrontation entre des images inconscientes. Un cas illustrant parfaitement ce phénomène concernait une jeune femme que Jung avait suivie pendant des années. Lorsqu'elle rencontrait un homme, elle éprouvait une anxiété intense, son pouls s'accélérait, sa voix tremblait et elle avait du mal à s'exprimer clairement. Pourtant, le comportement de cet homme n'avait rien de menaçant. En explorant l'inconscient de sa patiente pour comprendre l'origine de ses réactions, Jung réalisa que la femme ne voyait pas réellement l'homme. Elle voyait en lui le visage de son propre archétype de l'ombre. La colère, la vulnérabilité, le besoin de contrôle et les émotions sombres qu'elle avait refoulées pendant des années s'étaient incarnées dans cette figure masculine. La femme ne réagissait pas à l'autre personne, mais à sa propre part d'ombre. Selon Jung, il n'y avait pas deux personnes dans l'esprit de la cliente. Il y avait une seule personne et l'obscurité qu'elle dissimulait en elle. Un aspect plus profond de ce cas résidait dans le fait que les réactions de la cliente face à cet homme possédaient une énergie capable de se transformer à chaque rencontre. La femme trouvait l'homme à la fois attirant et menaçant, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce paradoxe est le signe classique de la projection de l'ombre. La personne cherche à s'échapper d'elle-même tout en reconnaissant la force qui cherche à l'approcher. Ici, la projection n'était pas une simple projection, mais un processus de capture. La femme avait capturé sa propre ombre, mais comme elle ne l'avait pas fait consciemment, elle l'a vécu comme une peur intense. Selon Jung, la première rencontre avec l'ombre engendre souvent la peur, car c'est la première fois qu'une personne prend conscience de l'étendue de son obscurité refoulée. Une situation similaire s'est présentée avec un client masculin de Jung. Lorsqu'un homme rencontra une jeune collègue, il ressentit une affinité inexplicable, l'apercevant comme une personne bien plus profonde, sage, intuitive et complémentaire à lui. En examinant cette projection, Jung réalisa que la jeune femme était en réalité tout à fait ordinaire, mais que l'archétype anima de l'homme avait créé un ensemble d'images idéalisées à son sujet. Autrement dit, l'homme ne voyait pas la femme, mais sa propre dimension spirituelle féminine. De ce fait, il nourrissait une proximité extrême avec elle, lui attribuait une signification intense et croyait même au destin. Lorsque Carl Jung suggéra que l'homme observait en réalité sa propre image anima, et non la femme, il le nia d'abord. En effet, les projections archétypales sont si puissantes qu'une personne peut confondre ses propres projections avec la réalité. Cependant, au fil du processus, l'homme comprit que ce n'était pas la présence de la femme qui était si traumatisante, mais plutôt l'absence de sa propre dimension spirituelle. À mesure que la prise de conscience s'éveillait, le débordement archétypal commença à se dissiper et l'homme stabilisa ses émotions, ramenant la relation à un niveau significatif et indépendant. La conclusion de Jung face à ce cas était sans équivoque. Lorsqu'une personne se libère de sa projection, elle retrouve sa liberté. L'une des formes les plus marquantes de conflit archétypal est la chaîne de projection qui se produit au sein d'un groupe. Dans ses notes cliniques, Jung rapporte qu'un patient se plaignait d'incompréhension constante au sein d'une équipe. Ce patient se sentait exclu, dénigré et menacé. Pourtant, Jung comprit que cette personne ne le traitait pas ainsi dans le groupe et qu'il projetait ses propres schémas inconscients de dévalorisation sur les membres du groupe. Le groupe n'était pas hostile, il luttait contre un ennemi intérieur. Jung a défini ce phénomène comme une projection collective. Lorsqu'un archétype est projeté simultanément sur plusieurs personnes, l'individu se sent impuissant face au groupe. Ce sentiment n'est pas réel, mais son effet l'est, car le langage symbolique de l'inconscient est bien plus puissant que la logique. Chacun de ces cas illustre non seulement l'émergence des conflits archétypaux, mais aussi comment les archétypes peuvent déformer la perception humaine. Selon Jung, le danger ne réside pas en l'autre, mais plutôt dans l'incapacité de l'individu à maîtriser son inconscient. En effet, lorsque le pouvoir de l'inconscient demeure inexploité, l'individu perçoit les images de sa propre mythologie intérieure et non la réalité. Ceci engendre des ruptures relationnelles, des malentendus et d'intenses fluctuations émotionnelles.
Cependant, lorsque l'individu parvient à identifier ses projections, le conflit archétypal se résout. Il retrouve son identité et la relation retrouve un équilibre sain. Ces observations cliniques démontrent clairement que le conflit archétypal n'est pas synonyme de destruction. Au contraire, s'il est reconnu, il constitue un formidable vecteur de transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de se détacher de certaines personnes? Pourquoi vos émotions s'accrochent-elles à elles alors même que la raison vous dit que c'est terminé? La théorie des archétypes de Jung révèle clairement le mécanisme invisible qui se cache derrière ce nœud psychologique profond. Si une personne cesse d'être simplement une personne et devient un fois porteur d'archétypes, alors prendre ses distances avec elle n'est pas seulement une rupture, mais aussi irrésistible que d'arracher un symbole intérieur. L'attraction des archétypes peut être plus forte que l'attirance physique, l'habitude, voire l'amour lui-même. Cette attraction opère non pas à la surface de l'esprit, mais au plus profond de l'inconscient collectif. Lorsqu'un archétype est activé, la personne se connecte non pas à l'autre, mais à ses propres aspirations profondes, à ses histoires inachevées et à sa structure incomplète. Par conséquent, même si la relation prend fin, le lien archétypal persiste et le rompre semble presque impossible. Selon Jung, lorsqu'une personne représente un archétype, le lien avec cette personne ne peut s'expliquer rationnellement, car il est mythologique et non biographique. Par exemple, lorsqu'un homme projette l'archétype de l'anima vers l'extérieur, il perçoit la femme non pas comme son être véritable, mais comme une image idéalisée de sa dimension féminine spirituelle. La femme n'est plus simplement une femme, elle devient le symbole de sa quête intérieure. De même, lorsqu'une femme projette l'archétype de l'animus, elle fait de l'homme le symbole de son besoin intérieur d'autorité, de pouvoir, de direction ou de sagesse. Dans une telle situation, la rupture est perçue non comme une perte, mais comme la perte d'une partie de son identité. Ce n'est pas la personne qui part, mais le sens que son être intérieur recèle qui disparaît. Ainsi, les liens archétypaux ne se rompent pas logiquement, ils se dissolvent avec la prise de conscience. Un autre facteur qui rend la rupture difficile est le pouvoir collectif des archétypes. Ces derniers sont chargés non seulement de souvenirs personnels, mais aussi des traces de milliers d'années d'expérience humaine. Lorsqu'une personne active votre archétype de l'être aimé, ce ne sont pas seulement les émotions qui vous animent, mais aussi les symboles que l'humanité a accumulés autour de l'amour, de la passion, de l'union et de la perte qui s'activent. Rompre est encore plus difficile dans les relations où l'archétype de l'ombre est activé, car l'ombre recèle non seulement des aspects sombres, mais aussi un potentiel refoulé. Lorsqu'une personne perçoit chez l'autre des qualités qu'elle ne peut exprimer, elle ressent une forte attirance. Cette attirance n'est pas forcément romantique. Elle se manifeste parfois par un lien mêlé d'admiration, parfois de dépendance, parfois de colère et de curiosité. Perdre l'autre, c'est comme perdre une part de soi-même, une part refoulée. Ainsi, rompre ne signifie pas seulement couper les ponts, mais aussi perdre le chemin, même indirect, qu'on avait tracé vers son propre potentiel. L'attraction archétypale ne s'éteint jamais. Même après une rupture, on garde un compte à régler avec l'autre. Ce qui renforce le plus l'attraction des archétypes, c'est l'incomplétude intérieure de la personne. Lorsqu'un archétype est activé, la personne se sent complète. L'autre personne devient un symbole qui complète l'aspect manquant de l'individu. Cependant, cette complétion est illusoire. Il ne s'agit pas d'une véritable plénitude, mais d'un sentiment d'union archétypale. Selon Jung, le danger de ce sentiment réside dans l'abandon de soi-même à l'extérieur. Au lieu de combler un vide intérieur, l'individu fait de l'autre la solution symbolique à ce vide. Lorsque cette dépendance s'installe, la rupture devient presque impossible. Car lorsqu'une personne perd son partenaire, elle a l'impression de perdre non seulement la relation, mais aussi son propre équilibre intérieur. La plus grande découverte de Jung est pourtant la suivante. Les liens archétypaux peuvent être dissous. Cette dissolution ne s'opère pas par la rupture, mais par la réappropriation de la projection. Lorsque l'individu se demande « Que recherche-je chez l'autre ? Quel aspect de moi-même cette personne représente-t-elle ? Pourquoi me sens-je incomplet sans elle ?» L'emprise de l'archétype commence à se dissiper. L'autre personne n'est plus un symbole, mais une personne. Cette prise de conscience permet à l'individu de passer de la dépendance à la liberté. Selon Jung, le seul moyen de rompre les liens archétypaux est de se réapproprier son être intérieur, libéré de son représentant extérieur. Dès lors, la séparation cesse d'être douloureuse et devient une étape d'intégration. Se détacher de certaines personnes est si difficile car elles finissent par nous représenter plus que nous ne nous représentons nous-mêmes. Elles symbolisent notre part incomplète, nos émotions refoulées,
notre quête de sens, notre plénitude spirituelle. Lorsque l'on tente de se détacher, l'archétype nous rappelle, attendant une forme de achèvement. Mais lorsque la conscience s'éveille, ce cycle se brise. La personne réalise que ce n'est pas l'autre qui l'attire, mais son propre récit intérieur. Lorsque l'archétype se retire, la liberté commence. Le lien persiste, mais la dépendance disparaît. Car la personne commence à trouver sa plénitude en elle-même et non à l'extérieur. Après les bouleversements émotionnels intenses provoqués par le choc des archétypes, la question essentielle à se poser est « Cette expérience doit-elle me consumer ou peut-elle me transformer ?» En combinant tous les éléments psychologiques de Jung, une vérité éclate. Les influences archétypales peuvent devenir destructrices si on les laisse agir seules. Mais intégrées consciemment, elles deviennent un puissant catalyseur de l'évolution spirituelle humaine. Le pouvoir transformateur du choc des archétypes réside dans la prise de conscience de soi, et non plus de l'autre. C'est une fin, car le brouillard de la projection se dissipe. L'autre n'est plus perçu comme un symbole, mais comme une personne. C'est un commencement, car l'individu commence à se réaliser à un nouveau niveau. Il ne façonne plus sa vie par des schémas automatiques, mais par des choix conscients. C'est précisément ce que Jung appelle l'individuation, l'intégration des oppositions intérieures, en un être entier. Une fois cette plénitude atteinte, l'individu cesse d'être esclave des archétypes et suit leur guidance. Le conflit archétypal n'est plus chaos, mais miroir. Dans ce miroir, on se voit soi-même et non les autres. Lorsque l'intégration consciente se produit, les liens que vous ne pouviez rompre se dissolvent, les émotions que vous ne pouviez résoudre trouvent un sens et les influences que vous ne compreniez pas deviennent claires. Car à ce moment précis, vous réalisez « ce n'est pas lui qui m'a influencé, c'est ce qui s'éveillait en moi qui m'a influencé ». À cet instant précis de prise de conscience, le conflit des archétypes devient non pas un fardeau, mais un don précieux pour l'évolution. Comme le disait Jung, quand une personne se rencontre elle-même, le monde la rencontre. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.